Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le journal des Outre-mer. Gérald Darmanin est arrivé à Mayotte, un déplacement pour faire le bilan de l'opération Wambushu. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a d'ailleurs revendiqué de bons résultats. Dans un tweet posté il y a quelques heures, une campagne de lutte contre l'immigration illégale, la délinquance et l'habitat insalubre qui va d'ailleurs se prolonger. C'est l'autre annonce de Gérald Darmanin. L'opération devait normalement s'achever à la fin de ce mois. Certains y verront une façon de se contredire, car sur place, les résultats sont très commentés, voire critiqués. L'une de nos équipes s'est rendue dans la commune de M'Samboro, connue pour être une des portes d'entrée des Kwassa, ces embarcations transportant des clandestins à Mayotte. Alors ces clandestins sont-ils moins nombreux depuis l'opération Wambushu? Reportage Aurélien Février et Daniel Abdou. Pour la première fois, les autorités ont chiffré ce que représente le trafic d'embarcations clandestines à Mayotte. Entre septembre et avril, 5 à 10 Kwassa cherchent à accoster chaque jour dans le département, annonce dans le quotidien Le Monde le commandant en second de la gendarmerie de Mayotte. Soit une moyenne de 1815 embarcations clandestines sur cette période. C'est 3 fois plus que les 571 Kwassa interceptés en 2022. Le fait qu'on arrive à identifier par où ça passe, etc., nous permet de continuer à progresser. Et puis aussi de penser qu'au fur et à mesure qu'on multiplie les contrôles sur terre, on récupère les gens qui arrivent à passer de plus en plus rapidement. À M'Samboro, la commune la plus proche d'Anjouan, les pêcheurs s'apprêtent à prendre la mer. Senamadi a vu les choses changer depuis le début de l'opération Wambushu. Depuis que l'opération Wambushu a été déclenchée, très peu de Kwassa débarquent dans les îlots. Ils arrivent au compte-gouttes, mais très vite ils sont attrapés. Un avis qui n'est pas partagé au Sénat du village. Ils arrivent régulièrement, mais c'est surtout à l'île M'Samboro, mais pas sur la plage du village. Moins d'arrivées à M'Samboro, mais d'autres observées bien plus loin d'Anjouan, comme ici à Pamandzi, il y a une quinzaine de jours. Sur les 4 premiers mois de l'année, la préfecture annonce que 221 embarcations clandestines ont été interceptées. C'est 58 de plus qu'en 2022 sur la même période. Autre actualité en Guyane, le personnel d'Air France est en grève. Un mouvement pour dénoncer le manque d'effectifs latents comblés par des contrats d'apprentissage. Écoutez ce salarié de la compagnie aérienne. Vous avez un effectif qui se réduit par les départs en retraite qui ne sont pas remplacés et que la direction comble ces départs par l'utilisation massive de cette main-d'œuvre extérieure. Alors nous, on dit que ça suffit. Maintenant, on veut des embauches locales. On reste en Guyane où le marché des voitures électriques s'accélère. Les mécaniciens ont donc l'obligation de se former afin d'obtenir une habilitation pour intervenir sur ces véhicules spécifiques. Véronique Nison et Franck Fernandez. Sous le carbet du centre de formation, une dizaine de professionnels, réparateurs et garagistes s'affairent à repérer les dangers de la voiture électrique. La formation, dispensée sur 2 jours, leur permet d'obtenir une habilitation obligatoire pour intervenir sur ce genre de véhicule. Que ce soit un dépannage ou un entretien, des précautions sont à prendre. Donc vous allez attendre que le voyant s'éteigne. Ça, la voiture sera en veille, comme ça on ne va pas lui mettre de défaut. Au niveau des réparations, il va falloir considérer ce risque électrique avant de commencer à travailler sur ces véhicules. Et là, ce que je suis en train de faire aux stagiaires, c'est de mettre en sécurité, consigner le véhicule avant de commencer à travailler sur le véhicule électrique ou hybride. Les travaux pratiques nécessitent gants et masques de protection. Tour à tour, les professionnels apprennent à repérer, quel que soit le modèle de véhicule, le moyen de couper le courant. On est quand même sur un véhicule électrique où il y a un gros voltage, du style 400 volts. Si on fait une mauvaise manipulation ou quoi, il y a des risques de s'électrocuter. Le marché des voitures électriques reste balbutiant sur le territoire avec moins de 400 véhicules. Et puis il y a tout ce qui reste à mettre en place. Le Conseil de l'Union européenne a acté la fin des petites voitures thermiques neuves en 2035. D'ici là, c'est l'ensemble des professions qui touchent le monde de l'automobile qui va devoir s'adapter.
On reparle du parcours de la flamme olympique. Elle s'arrêtera dans plusieurs territoires d'outre-mer. Ce sera le cas en Guadeloupe. Comment cette nouvelle est-elle accueillie par la population et le milieu sportif? Christelle Théophile, Christian Danquin. C'est à bord du maxi trimaran d'Armel Lecléache que la flamme olympique fera le voyage jusqu'en Guadeloupe. Elle arrivera le 15 juin 2024, après 7 jours de traversée de l'Atlantique. Les amateurs de sport ne goûtent pas leur plaisir. À la piscine intercommunale des Abîmes, on se félicite de cette annonce. Une petite île et on est visité comme le monde entier, donc je trouve que c'est un très bon choix. C'est de la visibilité pour les territoires d'outre-mer et donc ça met en avant la Guadeloupe, terre de champions tout simplement. Pouvoir palper ces jeux, être arrière-base en Guadeloupe, notamment par des infrastructures que l'on met en place. Et peut-être en 2028, on aura peut-être des champions qui iront aux jeux et voilà. Car la Guadeloupe est une terre de champions, plus qu'un slogan, une réalité. 100 Guadeloupéens ont participé aux Jeux entre 1936 et 2021. La Guadeloupe est aussi la 13e région de France à avoir fourni des athlètes tricolores, le premier territoire français avec son nombre d'habitants, et on ne parle même pas des médailles. Je pense que c'est un retour de flamme pour la Guadeloupe. Pour accueillir la torche olympique, les collectivités ont dû débourser 180 000 €. Enfin, je ne vois pas pourquoi. Est-ce qu'on doit payer autant pour la flamme olympique? C'est vrai que ça fait de la pub. Bon, on va parler de la Guadeloupe et de la Martinique aussi, parce que ça va en Martinique. Mais je ne trouve pas que ça soit une bonne chose dans le sens où il y a des gens qui voient de la misère en Guadeloupe. Le compte à rebours est lancé. La Guadeloupe a 1 an pour saisir la balle au bond, pour faire de ce rendez-vous un moment historique. Allez, direction en Tahiti avec une cérémonie particulière. Beaucoup ont marché sur des pierres chaudes, une tradition qui lance la saison culturelle du Heiva 2023, concours de chant, de danse, mais aussi de sport. James Eo et Laura Chintu. Marcher sur des pierres chauffées à blanc, une pratique ancestrale dans cette commune de Tahiti. Mais pour beaucoup de participants ce soir-là, une première. Ça brûle pas les pieds? Non. On sent une chaleur douce. En fait, ça brûle moins que si on marchait à la Pointe Vénus en plein jour, quoi. C'est une drôle d'expérience en fait à faire. Et c'est plein mystique. J'ai bien aimé. Cette marche sur le feu, c'est la cérémonie du Umuti. Un rite qui s'inscrit dans une démarche de réappropriation de sa culture pour certains Polynésiens présents ce soir-là. C'est une purification totale. Je me nettoie tous mes chakras, mes racines, ça va à la source de la terre et ça revient vers toi embelli. Cette marche sur le feu a été remise au goût du jour il y a 40 ans, à l'initiative de ce grand prêtre. Il s'était alors isolé pour consulter les dieux et attendre leurs recommandations. Notre anniversaire, 23 juin 83, 23 juin 2023, n'est-ce pas? Et 40 ans déjà de pratique de Umuti, de partage, avec toutes les ethnies confondues. D'abord notre peuple, ensuite les invités et tous ceux qui désirent, qui aiment la Polynésie. Le Umuti ouvre les festivités du Heiva, manifestation de danse et de musique traditionnelle qui se tient tous les ans au mois de juillet en Polynésie française. C'est la fin de ce journal. Retrouvez toute l'actualité des Outre-mer sur la première.fr. Belle journée à tous et à demain, 11h15.